Bonsoir à tous, bienvenue à cette deuxième table ronde d'un cycle qu'on a organisé sur les questions du devenir de l'urbanisme dans notre pays et notamment dans les territoires non métropolitains, les villes moyennes, les petites villes, les territoires ruraux qui ont fait l'actualité de ces derniers mois avec notamment la crise des Gilets jaunes qui a révélé un certain nombre de difficultés ressenties par les populations qui ont, pour des raisons de choix de vie, pour des raisons parfois dictées par des considérations financières, eu des parcours d'installation dans des territoires où aujourd'hui on constate un manque d'équipement, des difficultés de déplacement, difficultés d'accès à l'emploi. Et donc la question qu'on souhaitait poser ce soir en présence des deux intervenants, c'était comment peut-on concilier, est-il possible de concilier cette aspiration que l'on prête traditionnellement aux personnes d'habiter dans des formes urbaines peu denses, des formes de type pavillonnaire. C'est le rêve de la maison individuelle avec son jardin, ce qui n'est pas forcément en soi problématique. De nombreux pays ont ce modèle dominant de la maison individuelle, mais qui a pu prendre en France une forme un peu particulière, celle d'un étalement urbain très peu dense, en périphérie des villes, avec des conséquences dont on mesure aujourd'hui les impacts en termes de difficultés d'accès, comme je le disais à l'instant, à l'emploi, aux services, aux équipements, aux loisirs. Donc la question qu'on veut poser, c'est peut-on concilier cette aspiration et les enjeux aujourd'hui de la durabilité de nos villes, qui implique quand même de réduire les émissions de carbone, les consommations énergétiques, les enjeux de lien social, puisqu'on constate dans de nombreux territoires périurbains une vraie difficulté à accéder à de la proximité, à de la convivialité, au lien social. Et donc, pour ce faire, je vais commencer par donner la parole à Benoît Paru. Donc, Benoît Paru, vous êtes là avec une double casquette ce soir, puisque vous êtes à la fois maire de Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne, donc, qui est une ville moyenne, préfecture du département de la Marne, ville de 45 000 habitants qui perd des habitants, donc avec une situation particulière de déprise démographique. Vous êtes maire de Châlons depuis 2014 et vous êtes par ailleurs président du directoire d'INLI, qui est la filiale d'Action Logement dédiée au logement intermédiaire. Et donc vous avez un regard complémentaire sur cette question, à la fois en tant qu'élu responsable d'un territoire et en tant qu'acteur de ces problématiques du logement. Donc le but, c'est de nous présenter un peu comment vous percevez avec ces doubles casquettes la problématique qui nous réunit ce soir et voir comment, à la fois en tant qu'élu local et acteur du logement, vous imaginez les réponses à apporter à cette question du logement dans des territoires moyennement ou peu denses. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et d'organiser ce cycle de conférences. Je vais rentrer, si vous le voulez bien, tout de suite dans le vif du sujet. J'ai effectivement cette chance d'avoir deux regards sur deux territoires qui n'ont strictement rien à voir. Sur le plan professionnel, je ne travaille que sur l'Île-de-France et sur la zone la plus dense de l'Île-de-France. Et sur le plan de fonction municipale, je travaille sur un territoire détendu, peu dense, et qui n'a pas de problématique particulière en matière de logement, outre celle que vous avez évoquée. Dans les deux cas, je fais le même constat de l'étalement urbain. Dans les deux cas, je fais le même refus, j'observe le même refus de la densité. Or, dans les deux cas, nous avons une problématique finalement assez identique, qui est de limiter l'étalement urbain. Si on se résume peut-être de façon un poil caricaturale, le premier responsable mondial des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'étalement urbain. Parce que c'est l'étalement urbain qui va générer des besoins de béton, des besoins de transport, des besoins X ou Y qui vont générer 42%, si je ne dis pas de bêtises, des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc aujourd'hui, si on veut efficacement lutter contre le changement climatique, qui doit être la priorité numéro 1 de toutes les politiques publiques, quelles qu'elles soient, il est impératif de limiter l'étalement urbain et d'accepter l'idée d'un zéro artificialisation nette des sols. C'est un premier élément, me semble-t-il, qui doit guider maintenant tout le reste. Ce n'était pas forcément le cas hier. Ça a des conséquences pratico-pratiques en zone dense. Accepter encore plus de densité.
quand nous avons aujourd'hui en Île-de-France les 3/4 des maires qui nous disent le PLU t'autorise à faire 10 000 m², mais tu vas en faire 6 000, et c'est vécu tous les jours auprès de à peu près tous les maires d'Île-de-France, c'est de ce point de vue-là un crime, parce que ça, enfin un crime, le mot est évidemment stupide, c'est évidemment une erreur majeure, parce que ça génère une sous-densité au regard de ce qu'autorisent les plans locaux d'urbanisme. Donc le premier sujet, me semble-t-il, c'est que les villes denses assument pleinement leur territoire en progression démographique, leur territoire métropolitain, et assument la densité pour éviter, là encore, l'étalement urbain lié au différentiel de prix considérable que l'on note entre le cœur de l'Île-de-France, la première périphérie parisienne et le reste de l'Île-de-France. Donc le premier sujet, c'est celui-là. Et de ce point de vue-là, il y a deux choses à faire, me semble-t-il. Accepter beaucoup plus de densité qu'aujourd'hui et probablement réduire la taille des logements. Ça ne se sait pas, ou le chiffre est peu connu, mais nous construisons aujourd'hui 21 m² de plus en moyenne par logement, c'est une moyenne nationale, donc il faut la nuancer bien évidemment, qu'il y a 20 ans. Voilà, on a pris 1 m² par an, grosso modo. On était à 70 m², on est aujourd'hui à 91 m² moyen de produits logements construits. Donc il faut, me semble-t-il, plus de densité pour mieux utiliser la matière première qui est à notre disposition pour construire n'importe quelle forme d'immobilier, à savoir un terrain. Et il faut construire plus petit pour construire plus de logements sur le même nombre de mètres carrés de béton et de foncier dont nous disposons. En territoire dit détendu, la problématique est finalement la même, mais pour des raisons très différentes. En territoire détendu, type Châlons-en-Champagne, un territoire qui est en dépression démographique, et un territoire qui est en dépression démographique n'a pas besoin de mètres carrés supplémentaires. Parce que nous avions, si je prends l'exemple de Châlons, il y a 20 ans, 1975, un peu plus que 20 ans, il y a 40 ans, nous avions 55 000 habitants. Autrement dit, la ville est bâtie pour accueillir 55 000 habitants. Aujourd'hui, on en fait 45 000. Donc mécaniquement, nous avons des mètres carrés inutilisés qui augmentent en nombre, et pour autant, nous consommons autant d'espace périurbain qu'ailleurs. Pourquoi ? Pour partie le rêve que vous évoquez, à savoir cette volonté forte de la part des Français d'habiter un petit pavillon avec un jardin autour, le moins de voisins possible. C'est un rêve, mais ça répond aussi à d'autres sujets. Le premier sujet, c'est que c'est plus facile pour lui en termes de coût d'opération, d'aller même sur des territoires peu chers à 20 km, parce que les mobilités sont beaucoup plus évidentes que les mobilités franciliennes. Quand vous êtes à Châlons-en-Champagne et que vous êtes à 20 km, vous mettez 15 minutes pour venir dans le cœur de ville. Quand vous êtes à 20 km de Paris, vous mettez 1h30 pour venir dans le cœur de Paris. Donc les 20 km n'ont pas du tout la même signification, et quand j'habite à 20 km d'un centre-ville, dans une petite ville de province, il n'y a aucun problème de mobilité dans le sens temps de transport. Il y a un coût de la mobilité sous-estimé, mais il n'y a aucun problème de mobilité en termes de temps de transport. Autrement dit, première raison pour laquelle les gens vont à 20 bornes, c'est qu'ils n'ont pas de problème de mobilité pour un terrain qui leur coûte moins cher et pour des impôts locaux qui leur coûtent en général 2 fois moins que la ville-centre. Et donc, ils s'éloignent pour réaliser le plus jeune possible leur rêve d'être propriétaire d'une petite maison. Ça génère évidemment toute une série de problèmes, parce que ces ex-urbains devenus périurbains avaient une habitude de service public liée à la ville dans laquelle ils habitaient, qu'ils ne retrouvent pas, et évidemment à 20 km en quasi-rural. Avec évidemment une contradiction, pour ne pas dire une schizophrénie de chacun. Je vais plus loin pour payer moins d'impôts et acheter un terrain moins cher, mais je veux exactement les mêmes services que ceux que j'avais avant, mais sans payer les mêmes impôts. Or, si vous voulez du service public, il y a une condition sine qua non, un impôt en face.
Et plus il y a de services publics, plus il y a de services dans la collectivité locale, plus vous payez un impôt élevé. Donc si vous voulez habiter moins cher, payer moins d'impôts, il faut assumer, accepter le moindre service, ce qui n'est évidemment pas le cas. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut lutter contre ça? La réponse est, de mon point de vue, évidemment oui. Et comment on peut lutter contre ça? Ça signifie qu'il faut accepter de consacrer des moyens financiers lourds pour récupérer l'ensemble des friches que nous avons sur des territoires comme Châlons, pour remettre à disposition des terrains à bâtir dans une proximité de centre-ville, sans faire donc de l'étalement urbain, c'est-à-dire sans consommer d'espace naturel. Nous avons des dizaines d'hectares dans ce type de territoire qui sont des hectares aujourd'hui artificialisés, qui ne sont pas utilisés. Et ils ne sont pas utilisés pour une raison très simple, c'est que vous n'avez pas de modèle économique pour les remettre sur le marché. Je vais vous prendre un exemple très concret pour mesurer le calcul qu'il faut faire pour arriver à quelque chose. On doit avoir sur le centre-ville de Châlons-en-Champagne, un immeuble sur deux, je suis très caricatural évidemment, un immeuble sur deux qui est en état de sous-occupation absolue. Et on doit avoir un immeuble sur quatre qui est vide. Pourquoi? Je suis caricatural dans les chiffres, je n'ai pas les statistiques en tête, mais sur des volumétries importantes. Pourquoi? Pour une raison finalement assez simple, c'est que l'habitat de centre-ville d'une ville moyenne est un habitat historique, c'est-à-dire un habitat avec des volumes, des espaces et des lumières qui ne correspondent absolument pas à l'attente du marché du moment. Généralement un habitat en profondeur, donc peu large, très profond, avec un nombre de fenêtres très réduit, des pièces tout en longueur. Or aujourd'hui le marché, c'est une attente d'une clientèle qui veut se loger dans des pièces qui seront plus carrées, avec beaucoup de luminosité, ce qu'on ne retrouve pas dans ce type de territoire-là. Donc des habitats relativement vides. Deuxième élément méconnu qui génère beaucoup de vide dans nos logements, sur ce type de ville-là, c'est le changement de la sociologie des commerçants. Dans nos centres-villes, vous avez un rez-de-chaussée commerçant, très souvent, et des logements au-dessus. Il y a 40 ans, ça ne posait aucun problème, parce que le commerçant habitait au-dessus. Et pour agrandir sa surface commerciale, qu'a fait le commerçant? Il a cassé le couloir d'accès aux étages et a installé un escalier au fond de son commerce pour rentrer chez lui. Les commerçants ont évolué. Ils n'habitent plus au-dessus de leur commerce. Ce sont aujourd'hui beaucoup d'exploitants ou de franchises. Ils n'habitent plus leur commerce. Mais personne, évidemment, n'a fait les travaux nécessaires pour redonner un accès extérieur sans passer par la boutique aux logements qui sont au-dessus. Autrement dit, ces logements-là sont vides depuis 20 ans. Et c'est là où arrive le problème économique. La valeur de ces immeubles, c'est, je suis caricatural là encore, 1 000 € du mètre carré. Les travaux à réaliser sont très importants, parce qu'il faut recréer l'accès aux étages, sur des logements dont il faut essayer de reconfigurer les logements pour que les surfaces correspondent au marché, à l'attente de la clientèle, et vous avez des logements qui sont vides depuis très longtemps. Donc un coût de réhab au mètre carré qui est entre 2 et 2,5 du mètre carré. Ce qui vous donne un prix de sortie autour de 3 500 € du mètre carré. Le marché du neuf à 2000 à Châlons-en-Champagne, c'est 2002. Donc il n'y a pas de modèle économique. Et tout le sujet que nous avons dans nos villes, ça peut être contre-intuitif, c'est que tout pousse à faire du neuf. Le terrain est pas cher, il est disponible parce qu'il y en a beaucoup à la différence de l'Île-de-France, mais c'est justement là qu'on peut l'économiser plus facilement, mais problème, ça coûte excessivement cher de remettre sur le marché des fonciers déjà bâtis, quels qu'ils soient, industriels, commerciaux, habitats, très difficile de les remettre parce qu'il n'y a absolument pas de modèle économique. Donc, la nécessité d'avoir une intervention publique forte. On peut à peu près le faire
sur la partie immobilier résidentiel, le logement. En tout cas, c'est ce que nous avons fait, nous. On a mobilisé massivement les bailleurs sociaux qui n'ont pas d'exigence de rentabilité pour aller sur des opérations de restructuration urbaine de centre-ville en perdant de l'argent, clairement en perdant beaucoup d'argent sur ces opérations-là. On ne sait aujourd'hui pas le faire sur les friches militaires, sur les friches industrielles, sur les grandes friches commerciales que nous avons ou que nous aurons à traiter dans les 10 ans qui viennent, quand nos débuts de périphérie, de grandes galeries commerciales ou de grandes surfaces diverses et variées vont commencer à décliner et libérer de nouvelles friches. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique privé. Et le modèle public est assez compliqué à mobiliser sur des grosses volumétries financières comme ça. Donc, pour répondre de façon un peu globale à la question, le sujet numéro 1, me semble-t-il, c'est en milieu dense comme en milieu peu dense, d'assumer totalement un choix de la densité. C'est absolument pas le cas de le choix qui est fait aujourd'hui dans les milieux denses comme dans les milieux peu denses. C'est exactement l'inverse qui est fait par l'ensemble des collectivités locales, tout simplement parce que la demande des concitoyens est de faire du peu dense. Donc on prend le chemin inverse de celui qui est nécessaire. Et sur des territoires détendus, la question principale, c'est comment on trouve un modèle économique pour remettre sur le marché des fonciers qui ont déjà été utilisés, déjà urbanisés, pour éviter d'en urbaniser de nouveau. Si je devais résumer les choses de façon un peu binaire, un peu simpliste, je l'évoquerais comme ça. Une première réaction, comment produire des logements qui soient suffisamment attractifs et qui donnent suffisamment envie pour que ce rêve, cette utopie de la maison individuelle puisse peut-être perdre de l'attrait aux yeux des habitants. Parce que ce rêve, est-ce que c'est pas aussi parce que justement les logements qu'on propose autrement n'ont pas un certain nombre d'agréments en termes de confort, d'espace, d'accès à l'extérieur? Est-ce qu'il y a moyen d'offrir du logement collectif qui soit aussi attractif que la maison individuelle? Non. Enfin, très peu. On trouvera tous, évidemment, des exemples architecturaux qui permettent de répondre à ce que vous avez évoqué. Et on trouvera des réponses architecturales à ça. Mais pas sur les volumes dont on a besoin. Ou en tout cas, j'y crois, qu'on se met d'accord, hein, on trouvera tous 25 opérations qui répondent à l'équation que vous avez posée. Sauf que ce que vous demandez, c'est une réponse globale et collective, et pas une réponse sur telle ou telle opération. Donc en réponse macro, massive, je ne crois pas, ou peu, à cette capacité à offrir en collectif les mêmes charmes supposés de l'individuel. Je rappelle que, on l'a évoqué tout à l'heure, la volonté d'individuel est une des conséquences des individualismes divers et variés, est une des conséquences du refus, entre guillemets, du voisinage, et est une des conséquences des grandes tendances urbaines des années 60-70 en réaction, et que c'est un phénomène culturel que vous mettrez 30 ans, 40 ans à réinverser. Donc, à moyen long terme, c'est-à-dire à 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne crois pas, absolument pas qu'on inversera la tendance. À quelques exceptions près, type troisième âge, qui a besoin de retrouver du service et donc qui peut avoir une volonté de revenir en proximité de service pour rester chez soi et ne pas aller en établissement. Donc il y a quelques niches de cibles comme ça, mais le Français marié, un enfant, un chien avec un bandana rouge autour du cou et qui a 30 ans, il veut le pavillon individuel, point. Et la réponse de l'habitat collectif n'est pas une réponse adaptée de façon massive, me semble-t-il. Donc j'y crois peu, sauf coercition. Il y a une prise de conscience aujourd'hui de l'impasse dans laquelle on est avec ce tout pavillonnaire étalement urbain, à la fois pour les raisons environnementales qu'on évoquait et pour les raisons économiques et sociales, puisque le modèle, comme vous le disiez, qui repose autour de la voiture individuelle va bien tant que l'essence n'est pas chère. Le jour où l'essence augmente, le système implose, ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Le gouvernement a notamment lancé un plan Action Cœur de Ville qui vise justement à revitaliser
ces villes qui sont aujourd'hui en difficulté, avec à la fois un volet sur l'habitat. Alors malheureusement, Valérie Moncrier-Taylor, qui devait être là ce soir pour l'ANA, devait nous expliquer comment l'ANA investissait sur cette revitalisation des logements. Est-ce que vous évoquiez la difficulté économique de trouver un modèle qui permette de sortir, de réhabiliter ces logements et de les remettre sur le marché? Est-ce que les outils dont on dispose aujourd'hui sont suffisants? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Est-ce que le privé peut jouer un rôle aussi? Alors, là encore, ça dépend d'où on parle. La problématique de l'étalement urbain est une problématique qui se pose globalement partout en France. Bon. Le rêve pavillonnaire est un rêve accessible ou plus accessible en territoire détendu qu'en territoire tendu, parce que le prix au mètre carré du terrain non utilisé est faible. Cœur de ville est un début de réponse. En tout cas, c'est la première réponse liée à la prise de conscience que vous avez évoquée. Prise de conscience qu'il faut quand même, me semble-t-il, fortement nuancer. Très fortement nuancer. Le maire de la commune de 600 habitants, il n'a qu'une envie, avoir une petite zone pavillonnaire en plus pour avoir 50 habitants en plus et un peu plus de fiscalité qui rentre et un peu plus de vie dans le village. Et du point de vue du maire de la petite commune de 600 habitants, il a à 100% raison. On a fait l'étude chiffrée lorsqu'on a travaillé sur le PLH de l'agglomération de Châlons. En l'occurrence, le PLH, non pas de l'agglomération, mais du SCOT, puisqu'on était en territoire SCOT, pour faire notre PLH. Les projets de lotissement des collectivités locales de l'ensemble du SCOT permettaient de loger x2 le nombre de personnes susceptibles d'être effectivement logées au regard des tendances démographiques que nous avions. Donc aujourd'hui, à part le maire de la ville-centre, tous les autres maires qui élaborent un PLH et qui élaborent un SCOT n'ont qu'une envie, construire un peu plus de maisons pour avoir un peu plus d'habitants, et de leur point de vue, à eux, on peut les comprendre. Pas d'un point de vue collectif, mais du point de vue de cette petite équipe municipale et des habitants de la ville en question, enfin de la petite commune en question, évidemment qu'ils ont raison, de leur point de vue, pas d'une autre, mais de leur point de vue, oui. Donc la prise de conscience que vous évoquez, elle est sûrement réelle à la DU de la ville de Paris, elle est sûrement réelle dans les écoles d'archi et d'urba, chez les universitaires. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et tant que vous n'aurez pas une prise de conscience collective, effective et une volonté de tout le monde d'y arriver, ce sera compliqué. Parce que vous y rajoutez d'autres phénomènes moins connus, moins glorieux. Dans les petites communes, ou plutôt toute la profession agricole va vous défendre sur le fait qu'il faut arrêter d'artificialiser les sols. Sauf que individuellement, chaque agriculteur n'a qu'un rêve dans la petite commune en question, transformer sa terre agricole en terrain à bâtir, parce qu'il va faire x100 ou x200 en prix, même si ça ne vaut pas très cher en terrain à bâtir, ça vaut 100 fois le prix du terrain agricole. Et donc vous avez des forces compréhensibles qui poussent à continuer l'étalement urbain. Et donc la prise de conscience que vous évoquez me paraît limitée. Alors maintenant, je viens quand même à votre question. Est-ce que des produits type cœur de ville répondent à l'équation? En partie. Et c'est une vraie nouveauté que d'avoir une prise de conscience, après avoir investi massivement sur les banlieues, d'investir sur les centres-villes. Ça se fait aujourd'hui et c'est très bien. Cœur de ville permet de financer grosso modo jusqu'à 1 000 € de subvention des projets de restructuration immobilière en centre-ville. Peu ou prou, ça finance le déficit économique d'une opération. Et donc on peut retrouver un semblant de marché par rapport à ça. Ça démarre aujourd'hui principalement avec des acteurs collectifs, des mairies, des SEM, des bailleurs sociaux. Le privé va commencer à s'y mettre, mais il aura un peu de train de retard pour savoir comment ça marche et pour bénéficier de l'ingénierie nécessaire à la restructuration de ce truc-là. Mais je crois beaucoup à ce type de produit-là. Est-ce que c'est l'unique réponse? J'en sais rien, je ne le crois pas, parce qu'elle ne répond qu'à un bout de la problématique que nous avons évoquée tout à l'heure, à savoir la question du résidentiel de centre-ville à remettre sur le marché. Ce qui est déjà beaucoup si on y arrive. On peut passer la parole à Anne-Catherine Ledeuf. Donc Anne-Catherine Ledeuf, vous êtes directrice générale déléguée d'Espacité depuis 2000, qui est une société de services qui intervient dans le conseil et l'assistance
pour le renouvellement urbain et les politiques locales de l'habitat. Vous avez préparé une petite présentation sur ces enjeux d'aujourd'hui. Alors, je vais effectivement peut-être venir en rebond et en complément de ce que vient d'indiquer Monsieur Apparu par rapport aux mécanismes en fait, qui conduisent à ces phénomènes de périurbanisation, avec le regard qui est le mien d'une praticienne à la fois d'accompagnement des collectivités locales, mais aussi d'observatrice d'un certain nombre d'évolutions dans la manière de concevoir ces politiques de l'habitat, en accompagnant à la fois des métropoles, qu'on cite toujours en exemple pour leur politique vertueuse et intégrée sur les questions qu'on vient d'évoquer, mais aussi des territoires, territoires plus moyens, plus en difficulté, avec aussi des travaux qu'on a pu mener sur comment ces politiques nationales peuvent s'adapter à ces réalités locales, beaucoup de politiques nationales étant jusqu'à présent effectivement beaucoup conçues à partir et pour les métropoles et davantage que sur ces territoires en creux ou ces territoires en déprise. Alors le point sur lequel moi je vais peut-être apporter des éléments complémentaires, c'est à la fois sur justement ces notions d'économie du marché, de la transformation urbaine et des marchés fonciers comme un des facteurs très importants de ces mécanismes de périurbanisation, considérant qu'effectivement ce qui se joue là, dans l'articulation entre les enjeux, puisque si on reprend le titre que je trouvais assez intéressante, comment on peut concilier des aspirations, on va dire, d'une politique publique d'intérêt général avec des aspirations individuelles de citoyens. Je pense que sous cet angle-là, il y a des choses qui se jouent dans la capacité à trouver des terrains d'entente et des politiques qui arrivent à concilier deux, que tout ne se joue pas à la question de la forme urbaine et qu'on a des mécanismes économiques qui conduisent de fait des ménages à résider en périphérie, alors que pas forcément ceux-ci le souhaiteraient si on met de côté les questions de qualité architecturale et de forme urbaine. Donc je vais revenir sur cette question d'économie de l'aménagement et des raisons pour lesquelles effectivement un certain nombre de ménages sont conduits à résider en périphérie, avec l'exemple en particulier du rapport à la propriété, puisque c'est quand même une aspiration des Français qui est très importante, au-delà de la question de la forme urbaine, et qui peut sembler paradoxale, puisque jusqu'à présent, un certain nombre d'acteurs publics considéraient que la question de l'accès à la propriété n'était pas forcément un sujet de politique publique ayant dans le domaine résidentiel des intérêts à agir plus évidents sur la question locative, la question HLM, etc. Donc pour ça, je vais prendre une première série de cartes pour illustrer justement cette peut-être première manifestation du paradoxe qu'on peut avoir entre certaines aspirations résidentielles et ces notions de ville durable, d'aménagement du territoire et d'approche raisonnée de la consommation foncière. D'abord, je vais vous commenter le graphique que vous voyez en bas à gauche qui montre la manière dont effectivement l'économie et l'accès à la propriété s'organisent en matière de forme urbaine et de rapport dans cette approche un peu duale territoire urbain et territoire non urbain. Ce que vous voyez dans ce graphique, c'est le poids de l'individuel dans l'accès à la propriété. Donc au-delà de l'aspiration, c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que dans les nouveaux accédants à la propriété depuis le début des années 80, 71% l'ont fait dans un cadre individuel. Donc c'est effectivement un mécanisme qui est très puissant dans l'aménagement du territoire et la réalité de où se passe l'accession à la propriété et ce que ça peut produire en matière d'aménagement des villes. Ce que montre ce graphique également, c'est la part des logements neufs dans cette production et cette capacité à accéder à la propriété, donc cette course en avant qu'évoquait tout à l'heure Benoît Apparu, qui est très présente dans les territoires peu urbains, mais qui est aussi une réalité dans les territoires urbains, et également le rôle du secteur rural, puisque vous voyez que le secteur rural comme la production en neuf représente un tiers de ces nouvelles capacités d'accéder à la propriété. Donc on est vraiment dans cette course en avant de la consommation foncière pour accompagner ce rêve non pas de la maison individuelle, mais de l'accession à la propriété. Et puis ce que montrent les deux cartes que vous voyez ici, alors j'ai pris exprès une carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très diverse dans ses réalités de dynamique de marché, avec d'un côté les territoires frontaliers ou la métropole de Lyon, qui sont des territoires éminemment sous tension, sous pression immobilière et foncière, et de l'autre, l'ouest de la région et l'ancienne région Auvergne, qui est soumise à des tensions beaucoup plus relatives et à des vraies réalités de déprise. Ceci étant dit, ce qu'on voit là, c'est effectivement ce qu'il vient d'indiquer, c'est que dans tous les cas, on est effectivement soumis à des phénomènes de périurbanisation, de première et de seconde courbe des pôles urbains,
et qui sont liées mécaniquement, mais ça va mieux en le montrant, à la géographie des coûts du foncier, puisque les secteurs que vous voyez dans la carte en haut à gauche, où les gains démographiques sont les plus importants, sont les secteurs où le foncier reste relativement abordable, avec cette mécanique évidente de la capacité financière des ménages à accéder à un logement au sens large, mais en particulier dans le rapport à la propriété. Donc on voit bien que cette géographie du foncier est un facteur extrêmement déterminant dans la réalité de l'aménagement urbain et du facteur résidentiel dans le développement urbain, lié en particulier aux mécaniques d'accession à la propriété, puisque la part du foncier dans l'accession à la propriété est devenue un facteur prépondérant. Et ceci, finalement, avec des phénomènes qu'on peut observer en comparaison tout autant dans les territoires tendus que dans les territoires plus détendus. Je vais prendre un deuxième sujet de manifestation et de cette question de la bonne articulation entre la notion d'intérêt général et la notion d'intérêt individuel dans cette question résidentielle. Toujours sur la question du rapport à la propriété, c'est la dimension inéquitable qu'a pris ce rapport à la propriété en France dans l'évolution qu'on peut observer dans les décennies qui viennent de passer, avec à la fois, alors là je reviens sur la question du coût global de l'accès au logement, hein, donc le graphique que vous voyez au milieu montre la part des différentes postes de consommation dans la dépense totale des ménages, où vous voyez finalement deux postes qui évoluent et qui représentent une part significative des budgets contraints des ménages, qui sont la dimension résidentielle, que vous voyez ici en orange, le logement, donc le logement qui occupe une place de plus en plus importante dans les dépenses contraintes des ménages, et de l'autre, les transports et les communications, qui occupent quand même aussi une part importante de la dépense contrainte des ménages. Donc vous voyez que quand on rajoute, et si on revient à la question qui nous occupe aujourd'hui, hein, des effets de la périurbanisation et des villes moyennes, on voit bien que quand on cumule le coût du logement et le coût des transports, on est dans un certain nombre de cas, pour les ménages les plus modestes qui sont contraints d'aller habiter en périphérie, quand même déjà dans des surcoûts de projets résidentiels qui sont importants. Donc il y a un sujet d'équité sociale dans le rapport à la question résidentielle, et qui se marque aussi plus particulièrement dans le rapport à la propriété, et qui, à mon sens, en fait réellement une question de politique publique, au-delà de la question de savoir si on est pour ou contre la propriété en France. C'est le graphique que vous voyez en bas à droite, et qui montre combien le rapport à la propriété est devenu inéquitable en France au début des années 2010, puisque ce que vous voyez dans ce graphique, c'est qu'au début des années 1970, les ménages, quel que soit leur revenu, les jeunes ménages de moins de 44 ans, étaient propriétaires de leur logement dans des proportions à peu près équivalentes. Autour de 40% des ménages étaient propriétaires. Et puis ce que vous voyez en regardant vers la droite, c'est combien le rapport à la propriété a été ce marqueur des inégalités sociales, puisque le graphique que vous voyez en gris en bas, c'est la part des ménages pauvres propriétaires de leur logement, et la part, le graphique en orange en haut, c'est la part des ménages les plus riches propriétaires de leur logement. On a divisé la population en quartiles, donc les 25% des ménages les plus pauvres sont en gris, et les 25% des ménages les plus favorisés sont en orange. Et donc on voit bien que si au début des années 70, les ménages étaient quand même dans des proportions comparables propriétaires, quel que soit leur revenu, on voit bien qu'au début des années 2010, malgré toute l'action publique qui peut être menée en faveur de l'accession à la propriété, le système ne fonctionne pas, et le quart des ménages les plus défavorisés n'est propriétaire qu'à 17%, alors que le quart des ménages les plus favorisés est propriétaire à plus de 70%. Et donc c'est ça aussi qui en fait un sujet de politique publique. Alors au-delà de l'image un peu provocatrice que j'ai pris à gauche, hein, qui est le mythe de la propriété privée, voilà, 90% des Français, selon des agents immobiliers, souhaitent être propriétaires. Mais au-delà de ça, on voit bien que c'est un sujet de politique publique, puisque c'est un sujet d'équité sociale. À tel point que ce que vous voyez dans le graphique en haut à droite, c'est que les politiques publiques sont plébiscitées pour jouer un rôle d'amortisseur de ces inégalités sociales, puisque c'est le premier sujet sur lequel les Français souhaitent que les politiques publiques se mobilisent, avant beaucoup d'autres sujets. Hein. Il y a la question des loyers, la question du parc social, etc. Et on voit que l'accession à la propriété doit être une priorité des politiques publiques pour 21% des Français. Donc il y a une interpellation, et là je reviens aussi à la question des Gilets jaunes, il y a une interpellation des pouvoirs publics à considérer que ce rapport à la propriété doit s'organiser autrement, à la fois dans l'économie générale de ce rapport à la propriété, pour les raisons que je montrais dans la première diapositive, mais aussi dans ce principe en tant que tel de pouvoir devenir propriétaire, eu égard à ce que ça peut impliquer en matière de capacité à se constituer un capital familial, économique, et effectivement avoir un rapport à son économie résidentielle qui évolue. Ces sujets d'accession à la propriété sont devenus
sont en train de devenir un sujet de politique publique plus important. Et pour les différentes raisons qui ont encore trait à nos sujets d'aujourd'hui, à la fois des questions d'aménagement du territoire, c'est l'un des facteurs importants de la périurbanisation pour des raisons simples d'économie de l'aménagement et de l'économie du foncier. Et c'est aussi un sujet d'équité sociale pour les raisons que je viens d'indiquer. Et par rapport à ces enjeux de politique publique, je voudrais simplement insister, alors par rapport au graphique de gauche que je ne vais pas développer dans le détail, mais qui est bien évidemment la nécessité, là aussi par rapport à ce que vient de dire M. Apparu, d'avoir une politique globale, intégrée, systémique, qui intègre tous les aspects de ce rapport à la propriété ou de manière générale à la question de la politique de l'habitat, où vous voyez, donc ça c'est une enquête qu'on avait fait auprès des intercommunalités, l'ensemble des intercommunalités de France, pour appréhender quelles étaient leurs priorités locales en matière de politique de l'habitat. Et vous voyez qu'il y a quand même, dans les sujets qui nous occupent, des sujets très importants de réinvestissement des centralités, il y a des sujets très importants de rénovation de la performance énergétique des logements, et il y a aussi des sujets qui émergés à l'époque et qui sont à mon sens de plus en plus importants, qui est la question de l'action foncière et l'émergence de l'accession sociale à la propriété comme devenant un sujet de plus en plus important de politique publique. Donc la nécessité, encore une fois, d'avoir une politique systémique cohérente avec effectivement, on verra si on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais parfois un paradoxe de l'effet de l'intercommunalité qui est en théorie la bonne échelle, puisque c'est l'échelle de l'intégration de ces politiques publiques, mais qui parfois joue des effets d'accélérateur dans les concurrences entre villes, centre et périphérie. On a pris l'exemple des équipements, mais on pourrait aussi prendre la question des conditions de délibération avec les intercommunalités XXL et qui donnent plus de poids aux communes périphériques par rapport aux villes-centres. Donc nécessité d'avoir une politique publique intégrée sur tous ces aspects et aussi nécessité d'innover. Alors c'est là où je vais aller un peu à rebrousse-poil de peut-être ce que certains d'entre vous ont à l'esprit dans ces politiques d'accession à la propriété, pour vous indiquer que un certain nombre de modèles qui ont été imaginés au départ pour les métropoles, dans lesquelles la question notamment foncière est un sujet de spéculation, est un sujet de décorrélation totale et brutale entre la capacité financière des ménages qu'on veut accueillir et les réalités des marchés du foncier, comment ces instruments-là, en particulier de démembrement de la propriété immobilière, peuvent avoir des développements intéressants et utiles, y compris dans les villes moyennes, où là aussi, comme ça vient d'indiquer, on a parfois des économies de l'aménagement et du réinvestissement des centres-villes qui sont exorbitants et qui peuvent nécessiter des ingénieries et des systèmes publics proches finalement de ce qu'on a pu imaginer pour ces villes et ces métropoles. Et donc je vais prendre l'exemple pour cela des organismes de foncier solidaire, qui est un sujet qu'on a beaucoup investigué Espacité et auquel on pense beaucoup pour les métropoles, les villes tendues, la ville de Paris, la métropole de Lyon, Rennes Métropole, etc. Mais qui, on le voit dans le développement actuel de ce modèle, connaît un vrai intérêt dans ces villes moyennes, justement pour la nécessité de trouver un nouveau modèle économique et de permettre de lutter à armes plus égales entre l'économie de la périurbanisation et l'économie du réinvestissement des centres anciens. Donc simplement pour dire deux mots de ce modèle des organismes de foncier solidaire, dont un certain nombre d'entre vous connaissent la mécanique, mais d'autres certainement pas. Je reviens sur les principes de la genèse initiale de sa création en France. La création de ce nouveau modèle de démembrement de la propriété immobilière a émergé au départ dans des mouvements d'habitat participatif soutenus à la fois par les mouvements coopératifs HLM et par un certain nombre de collectivités locales engagées en faveur du développement, de ce nouveau développement de rapports à la propriété, notamment sensibles à leur dimension antispéculative et qui faisaient le même constat que celui que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que malgré les investissements publics consentis en faveur de l'accession à la propriété, le modèle reste inéquitable et ne fonctionne pas. Et donc, au moment où ces collectivités locales et ces opérateurs se sont posé la question d'un nouveau modèle d'action publique, ils ont été interpellés par un modèle venu des États-Unis qui s'appelle le Community Land Trust et qui a fait parler de lui au même moment parce que le Community Land Trust de Burlington avait obtenu le prix mondial des Nations Unies et donc a connu un retentissement important dans le monde entier au regard d'un certain nombre de vertus qui faisaient écho directement aux préoccupations de ces collectivités locales. Je ne vais pas rentrer dans le détail des modèles de Community Land Trust, simplement pour faire écho avec nos sujets des villes moyennes, indiquer plusieurs choses. La première chose,
c'est qu'il s'agit de mettre en place des démembrements de la propriété immobilière avec d'un côté un collectif aux États-Unis et des acteurs institutionnels en France qui règlent la question du foncier et de l'économie du foncier en le retirant des marchés immobiliers, avec cette volonté effectivement de rendre l'accession à la propriété plus abordable, mais aussi de gérer les phénomènes spéculatifs. Et puis, deuxième point qui est très important, c'est d'avoir une approche plus raisonnable de l'économie de l'argent public qui investit en faveur de la question résidentielle et qui aux États-Unis se présente par les petits graphiques que vous voyez en haut et qui présente alors à gauche le nombre de ménages qui peuvent être servis avec la même masse d'argent public dans un modèle de démembrement de type Community Land Trust, ou autrement dit à droite le nombre de ménages qui peuvent être servis avec la même masse d'argent public, donc cette volonté d'avoir une gestion raisonnée de l'argent public qui est un sujet important en France, et sa transposition en bas dans la diapositive qui est les simulations qu'on avait fait à l'époque pour Rennes Métropole pour montrer en quoi un modèle de démembrement pouvait aussi permettre une utilisation dans le temps plus économe de l'argent public. Ce que montre la carte en bas à gauche, c'est le développement important que connaît ce modèle aujourd'hui en France, et pas que dans les territoires tendus. Bien évidemment, gros développement autour du Pays Basque, de la région lyonnaise, de la territoire de Rennes, mais aussi beaucoup d'initiatives qui émergent justement dans ces territoires intercalaires, dans lesquels, certes, on a une pression des marchés qui est très différente, mais on a quand même une économie de l'aménagement qui pose question, à la fois en matière de sanctuarisation de l'action publique qui aurait pu être consentie à un moment donné, mais aussi de retrouver une économie de l'aménagement plus raisonnable, et donc de permettre une meilleure adéquation entre le revenu des ménages qui pourraient accepter d'aller en centralité, plutôt que d'aller en périphérie, parce que ça n'est pas forcément un choix, je reviens sur mes premières cartes, et donc de permettre une nouvelle équation économique. Voilà, donc je ne rentre peut-être pas dans le détail du modèle, s'il y a des questions, on pourra y revenir. Et simplement pour évoquer pourquoi ce modèle-là est un exemple et une illustration de la possibilité de mieux faire correspondre cette aspiration individuelle des ménages, si je reprends mon exemple du rapport à la propriété, et ces nécessités absolues de politique publique et d'intérêt général qui, sur cette question de l'accession à la propriété, pendant longtemps, ont été difficiles à concilier, pour faire simple, parce que quand on met de l'argent public dans l'accession à la propriété, en l'état antérieure des clauses antispéculatives, à partir du moment où le ménage est propriétaire, très rapidement, il peut y en avoir une gestion spéculative. Dans les territoires tendus, on voit bien ce que ça veut dire en matière de plus-value, mais dans les territoires détendus, on a aussi des phénomènes spéculatifs, par exemple de petits propriétaires bailleurs, qui ont une gestion parfois indélicate de leurs biens et qui font que cet argent public, finalement, n'a pas eu l'effet de levier durable qu'on aurait pu souhaiter. Et donc ce type d'expérimentation, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, montre qu'on peut concilier, encore une fois, ces aspirations individuelles et ces nécessités collectives, parce que, voilà, donc j'ai pris un certain nombre d'exemples, dans cette question des OFS-BRS, pour la collectivité et en quoi ça interpelle les notions de ville durable, qui est le sujet de nos débats d'aujourd'hui, c'est qu'il y a ce retour à la justice sociale, c'est-à-dire de considérer que la possibilité d'être propriétaire de son logement est un sujet d'équité sociale, est un sujet de politique publique, donc ça nécessite effectivement de l'investissement public. C'est aussi un instrument important de régulation des phénomènes de périurbanisation, parce qu'on retrouve une nouvelle économie de l'aménagement et de la transformation immobilière dans les centres anciens. C'est aussi quelque chose qui permet la durabilité de l'action publique, puisque c'est des modèles avec une sécurité juridique très importante qui permet de contrôler la manière dont ces ensembles immobiliers vont évoluer. Et puis, effectivement aussi, d'être attentif à ne pas permettre une captation individuelle de l'argent public qui aura pu être investi dans des finalités spéculatives qui peuvent exister aussi dans ces territoires-là. Et puis, c'est gagnant aussi pour les ménages, puisque pour ces ménages-là, les retours d'expérience qu'on peut avoir dans différentes configurations, c'est que c'est quand même une économie personnelle qui permet enfin de se rapprocher de celle qu'on connaît en périphérie. C'est-à-dire que pour le prix d'un logement en périphérie, on peut devenir propriétaire en centralité. Ou autrement dit, pour le prix d'un loyer en centralité, on peut devenir propriétaire. C'est aussi des modalités d'investissement pour les ménages modestes, assez uniques pour se constituer un patrimoine économique et familial, qui là aussi est un sujet très important pour ces ménages-là. Et puis, il y a une notion de solidarité, d'investissement solidaire qui fait sens aussi
de plus en plus quand même pour les Français qui considèrent que les notions de solidarité sont aussi des enjeux individuels qui peut aussi faire écho à un certain nombre de préoccupations qu'ils ont. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le modèle économique, simplement vous avez peut-être vu déjà un certain nombre de schémas sur le modèle des organismes de foncier solidaire, qui est celui en haut à gauche. Pour information, on peut retrouver la même économie et les mêmes modes de fonctionnement dans l'ancien, avec effectivement la possibilité de rénover et de réinvestir ces immeubles anciens avec une économie de l'aménagement, une économie de la transformation immobilière qui permet de transposer de manière assez démonstrative ces principes d'OFS-BRS des territoires tendus dans les territoires les plus déqualifiés. Et donc je terminerai juste avec cet exemple de conciliation entre ces intérêts généraux et ces intérêts individuels et autour de l'illustration des premières expérimentations qui se sont très clairement mobilisées en faveur des centres-villes ou des centres-bourgs, que vous voyez donc là à gauche les expériences à Lille qui a été très active dans la création du modèle en France, ou à Villeurbanne dans l'agglomération lyonnaise, mais aussi à Bayonne, qui est l'image que vous voyez à droite, avec un vrai investissement du centre ancien très démonstratif dans le cadre de ce montage, mais aussi des expérimentations qu'on a pu faire avec l'ANRU dans des territoires très déqualifiés comme la ville de Roubaix, et aussi un certain nombre d'expérimentations qui sont à l'œuvre dans les territoires cœur de ville, par exemple dans la région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple dans la région Nouvelle-Aquitaine, sur les sujets de territoires détendus de la Vendée, ou encore en région Lorraine, où on voit en quoi ce modèle, encore une fois, qui a été imaginé pour quelque chose qui était totalement différent de ces quartiers et de ces villes moyennes, peut retrouver aussi une légitimité à la fois pour le citoyen et pour la politique publique dans les villes moyennes. Merci beaucoup pour cette présentation très, très éclairante. Peut-être une question sur ces offices fonciers solidaires. Comment s'organisent-ils dans la chaîne du logement entre les bailleurs sociaux qui existent et que la plupart des villes ont aujourd'hui à leur disposition? Est-ce que c'est des nouvelles structures? Est-ce que ça nécessite des apports de fonds importants? Est-ce qu'on peut imaginer s'adosser sur des acteurs d'ores et déjà présents dans le dispositif? Comment est-ce que vous percevez ça? Alors les premières expérimentations d'organismes de foncier solidaire, si je prends l'exemple de celui de la ville de Lille, de la métropole rennaise et même de l'Île-de-France, qui est la COP foncière francilienne, étaient partis sur des modèles économiques extrêmement légers avec la volonté d'être un instrument juridique d'abord, donc de démembrement de la propriété immobilière et d'encadrement des prix à la revente des logements permettant de garder un caractère abordable. C'est des choses évidentes que je n'ai pas redites tout à l'heure. Mais avec aussi le recours à un effet de levier très important qui sont des prêts de long terme de la Banque des Territoires qui vont jusqu'à 80 ans et qui permettent justement cette nouvelle économie du foncier et de l'aménagement. En revanche, quand on commence à regarder comment ce type de modèle peut exister dans les centres anciens et dans les centres-villes de ces villes moyennes, on rentre dans des modèles plus complexes, avec à la fois des nécessités d'ingénierie plus lourdes pour ces organismes de foncier solidaires qui, mécaniquement, dans les premières expériences, avaient surtout vocation à porter le foncier et qui déléguaient à des opérateurs la production des logements. Donc là, il y a des enjeux d'ingénierie importants et il y a aussi des enjeux de fonds propres plus importants pour ne pas, effectivement, renchérir trop quand même l'économie pour le ménage in fine, et parce qu'il y a un certain nombre de risques du modèle économique qui sont très différents dans ces centres-là et qui nécessitent effectivement des modèles économiques de portage beaucoup plus lourds. Donc c'est, à mon sens, une inflexion qui est en train de se dessiner dans le modèle économique de ces organismes de foncier solidaires, en particulier à l'aune de la transformation des centres anciens, au regard de la nécessité qu'il y a pour eux à la fois d'avoir cette ingénierie financière et de compétences beaucoup plus fortes que pour les premiers. Peut-être, Benoît Apparu, comment le maire de la ville moyenne que vous êtes et l'opérateur du logement perçoit ces nouveaux outils dans la palette dont vous disposez, ce démembrement? Est-ce que c'est une voie qui peut satisfaire le type de population? Alors, je les envisage très bien dans les territoires très tendus, très chers. Vous avez la technique que vous avez présentée de l'OFS. Il y en a d'autres qui reposent sur des modèles purs privés d'ailleurs et qui aboutissent à des résultats peu ou prou similaires. Et qui sont d'une façon ou d'une autre des ingénieries juridico-financières permettant d'aboutir à des prix d'accession qui permettent grosso modo aux classes moyennes de revenir sur le marché de l'accession. C'est le démembrement foncier bâti que vous avez évoqué, c'est le démembrement usufruit
nue propriété qui existe, qui est probablement moins pertinent, me semble-t-il, de ce point de vue-là. Et puis c'est d'autres outils qu'on peut commencer à remettre en activité, c'est le leasing immobilier. Moi, je crois beaucoup, et je suis en train de le développer, à l'accession progressive, notamment pour les jeunes actifs, pour leur permettre d'acheter, de résoudre en fait une équation qui est très complexe dans les territoires très tendus là encore. Vous prenez quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui commence dans la vie active, avec un revenu relativement correct de jeune cadre, il a un arbitrage à faire entre j'achète ou je loue. Si je loue, j'ai un pouvoir d'achat de 35 mètres carrés. Si j'achète, j'ai un pouvoir d'achat de 15 ou 20 mètres carrés. Et donc, j'ai un arbitrage à faire entre j'investis versus qualité de vie. On est en train, nous, de mettre sur pied un produit permettant grosso modo qu'une société comme la nôtre achète le 40 mètres carrés, revende 18 mètres carrés au propriétaire futur qui va vivre dans le 40, qui nous louera la différence. Et de lui permettre d'accéder progressivement à la propriété, non pas dans le temps, mais dans les mètres carrés, avec une technique d'indivision très basique, très simple, que chacun connaît, et bien évidemment de lui donner la liquidité, c'est-à-dire de lui donner l'autorisation préalable de vendre le logement s'il le souhaite, tout le logement, sa partie comme celle dont nous on est propriétaire, et évidemment, il prend sa partie de vente et il nous reverse la nôtre, ça va de soi. Donc on est en train d'imaginer, on a lancé une première opération en leasing immobilier, donc qui est une autre technique encore récemment, très concrètement sur Viroflay. On a fait le calcul, pour accéder à la propriété à Viroflay sur un achat d'un 75 mètres carrés, il faut gagner 5 800 € minimum. Avec une technique de leasing immobilier, on solvabilise des gens qui sont à 5 000. En gros, il y a une conclusion, me semble-t-il, de tout ça. La rareté de l'argent public va nous obliger, les uns et les autres opérateurs immobiliers, à faire un travail que nous n'avons pas fait depuis 20 ans, à savoir réfléchir, pour innover sur le plan juridico-financier. Depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on fait à peu près tous la même chose. Bonjour Monsieur le Ministre, merci de remettre de l'argent pour compenser l'augmentation des prix. Et donc, on fait une course à la solvabilité de la clientèle en remettant de l'argent public. Il n'y en a plus. On a mis longtemps à en prendre conscience. Maintenant, beaucoup d'opérateurs commencent à se dire que toquer à la porte du gouvernement pour avoir de l'argent, ça va plus marcher. Et donc, il y aura un mouvement, tant mieux, d'innovation juridico-financière sur des techniques qui permettront, en tant que telles, de répondre à une partie de l'équation sur lesquelles les collectivités locales ont d'autres réponses, type les OFS que vous venez d'évoquer. En territoire détendu, je crois beaucoup moins à l'équation. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une phrase que je ne partage pas dans un des slides. C'est le sous-tendu que les Français préféreraient habiter en centre-ville qu'en périphérie. C'est vrai à Lyon, à Paris, à Lille ou à Bordeaux. C'est complètement faux à Châlons-en-Champagne. À Châlons-en-Champagne, le rêve, parce qu'il est accessible, c'est bien le pavillon dont on parle. Et donc, en arbitrage de vie, entre tant d'euros au mètre carré en centre-ville et tant d'euros au mètre carré qui sera toujours plus bas en périphérie, quoi qu'il arrive, je préférerais en style de vie, aujourd'hui, la périphérie, la petite maison, entre guillemets, avec un jardin autour, plutôt que le centre-ville. Et donc, de ce point de vue-là, là encore, de façon macro, je crois beaucoup moins, non pas à la pertinence économique, mais à la pertinence sociale du produit, pour répondre à la question que vous posez. Pour répondre à d'autres questions, notamment à la question du modèle économique centre-ville, je vous rejoins. Sur la question sociale, qui est comment on limite l'étalement urbain, je crois beaucoup moins à la pertinence du produit. Merci beaucoup pour cette présentation très, très éclairante. Peut-être une question sur ces offices fonciers solidaires. Comment s'organisent-ils dans la chaîne du logement entre les bailleurs sociaux qui existent et que la plupart des villes ont aujourd'hui à leur disposition? Est-ce que c'est des nouvelles structures? Est-ce que ça nécessite des apports de fonds importants? Est-ce qu'on peut imaginer s'adosser sur des acteurs d'ores et déjà présents dans le dispositif? Comment est-ce que vous percevez ça? Alors, les premières expérimentations d'organismes de foncier solidaires, si je prends l'exemple de celui de la ville de Lille, de la métropole rennaise et même de l'Île-de-France, qui est la COP foncière francilienne, étaient parties sur des modèles économiques extrêmement légers, avec la volonté
d'être un instrument juridique d'abord, donc de démembrement de la propriété immobilière et d'encadrement des prix à la revente des logements permettant de garder un caractère abordable. C'est des choses évidentes que je n'ai pas redites tout à l'heure. Mais avec aussi le recours à un effet de levier très important qui sont des prêts de long terme de la Banque des Territoires qui vont jusqu'à 80 ans et qui permettent justement cette nouvelle économie du foncier et de l'aménagement. En revanche, quand on commence à regarder comment ce type de modèle peut exister dans les centres anciens et dans les centres-villes de ces villes moyennes, on rentre dans des modèles plus complexes, avec à la fois des nécessités d'ingénierie plus lourdes pour ces organismes de foncier solidaire qui, mécaniquement, dans les premières expériences, avaient surtout vocation à porter le foncier et qui déléguaient à des opérateurs la production des logements. Donc là, il y a des enjeux d'ingénierie importants. Et il y a aussi des enjeux de fonds propres plus importants pour ne pas, effectivement, renchérir trop quand même l'économie pour le ménage in fine, et parce qu'il y a un certain nombre de risques du modèle économique qui sont très différents dans ces centres-là et qui nécessitent effectivement des modèles économiques de portage beaucoup plus lourds. Donc c'est, à mon sens, une inflexion qui est en train de se dessiner dans le modèle économique de ces organismes de foncier solidaire, en particulier à l'aune de la transformation des centres anciens, au regard de la nécessité qu'il y a pour eux à la fois d'avoir cette ingénierie financière et de compétences beaucoup plus fortes que pour les premiers. Peut-être, Benoît Apparu, comment le maire de la ville moyenne que vous êtes et l'opérateur du logement perçoit ces nouveaux outils dans la palette dont vous disposez, ce démembrement? Est-ce que c'est une voie qui peut satisfaire le type de population? Alors, je les envisage très bien dans les territoires très tendus, très chers. Vous avez la technique que vous avez présentée de l'OFS. Il y en a d'autres qui reposent sur des modèles purs privés d'ailleurs et qui aboutissent à des résultats peu ou prou similaires. Et qui sont d'une façon ou d'une autre des ingénieries juridico-financières permettant d'aboutir à des prix d'accession qui permettent grosso modo aux classes moyennes de devenir sur le marché de l'accession. C'est le démembrement foncier bâti que vous avez évoqué, c'est le démembrement usufruit nue propriété qui existe, qui est probablement moins pertinent, me semble-t-il, de ce point de vue-là. Et puis c'est d'autres outils qu'on peut commencer à remettre en activité, c'est le leasing immobilier. Moi, je crois beaucoup, et je suis en train de le développer, à l'accession progressive, notamment pour les jeunes actifs, pour leur permettre de résoudre en fait une équation qui est très complexe dans les territoires très tendus là encore. Vous prenez quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui commence dans la vie active, avec un revenu relativement correct de jeune cadre, il a un arbitrage à faire entre j'achète ou je loue. Si je loue, j'ai un pouvoir d'achat de 35 mètres carrés. Si j'achète, j'ai un pouvoir d'achat de 15 ou 20 mètres carrés. Et donc, j'ai un arbitrage à faire entre j'investis versus qualité de vie. On est en train, nous, de mettre sur pied un produit permettant grosso modo qu'une société comme la nôtre achète le 40 mètres carrés, revende 18 mètres carrés au propriétaire futur qui va vivre dans le 40, qui nous louera la différence. Et de lui permettre d'accéder progressivement à la propriété, non pas dans le temps, mais dans les mètres carrés, avec une technique d'indivision très basique, très simple, que chacun connaît, et bien évidemment de lui donner la liquidité, c'est-à-dire de lui donner l'autorisation préalable de vendre le logement s'il le souhaite, tout le logement, sa partie comme celle dont nous on est propriétaire, et évidemment, il prend sa partie de vente et il nous reverse la nôtre, ça va de soi. Donc on est en train d'imaginer, on a lancé une première opération en leasing immobilier, donc qui est une autre technique encore récemment, très concrètement sur Viroflay. On a fait le calcul, pour accéder à la propriété à Viroflay sur un achat d'un 75 mètres carrés, il faut gagner 5 800 € minimum. Avec une technique de leasing immobilier, on solvabilise des gens qui sont à 5 000. En gros, il y a une conclusion, me semble-t-il, de tout ça. La rareté de l'argent public va nous obliger, les uns et les autres opérateurs immobiliers, à faire un travail que nous n'avons pas fait depuis 20 ans, à savoir réfléchir, pour innover sur le plan juridico-financier. Depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on fait à peu près tous la même chose. Bonjour Monsieur le Ministre, merci de remettre de l'argent pour compenser l'augmentation des prix. Et donc, on fait une course à la solvabilité de la clientèle en remettant de l'argent public. Il n'y en a plus. On a mis longtemps à en prendre conscience. Maintenant, beaucoup d'opérateurs commencent à se dire
que toquer à la porte du gouvernement pour avoir de l'argent, ça va plus marcher. Et donc, il y aura un mouvement, tant mieux, d'innovation juridico-financière sur des techniques qui permettront, en tant que telles, de répondre à une partie de l'équation sur lesquelles les collectivités locales ont d'autres réponses, type les OFS que vous venez d'évoquer. En territoire détendu, je crois beaucoup moins à l'équation. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une phrase que je ne partage pas dans un des slides. C'est le sous-tendu que les Français préféreraient habiter en centre-ville qu'en périphérie. C'est vrai à Lyon, à Paris, à Lille ou à Bordeaux. C'est complètement faux à Châlons-en-Champagne. À Châlons-en-Champagne, le rêve, parce qu'il est accessible, c'est bien le pavillon dont on parle. Et donc, en arbitrage de vie, entre tant d'euros au mètre carré en centre-ville et tant d'euros au mètre carré qui sera toujours plus bas en périphérie, quoi qu'il arrive, je préférerais en style de vie, aujourd'hui, la périphérie, la petite maison, entre guillemets, avec un jardin autour, plutôt que le centre-ville. Et donc, de ce point de vue-là, là encore, de façon macro, je crois beaucoup moins, non pas à la pertinence économique, mais à la pertinence sociale du produit, pour répondre à la question que vous posez. Pour répondre à d'autres questions, notamment à la question du modèle économique centre-ville, je vous rejoins. Sur la question sociale, qui est comment on limite l'étalement urbain, je crois beaucoup moins à la pertinence du produit.